On va reprendre. Voilà, la journée commence à s'allonger. J'espère qu'on saura vous maintenir en éveil. On a commencé avec Vincent Israël Jost une réflexion depuis le mois de janvier, je crois, sur la vaccination. On a monté un groupe de travail sur la question avec plusieurs experts de différents points de vue sur cette question. Et on voulait, à l'occasion des 10 heures de l'éthique, donc, faire état d'un certain nombre de réflexions que nous avons eues. Réflexions qui seront un peu différentes de sa part et de ma part. Donc ce ne sera pas forcément très lié, mais peut-être que les liens apparaîtront a posteriori. En tout cas, je vais commencer et puis Vincent prendra la suite. J'aimerais, quant à moi, parler poser la question de savoir si l'épisode vaccinal, l'épisode de la vaccination, marque l'émergence ou confirme l'existence d'un individualisme fort dans notre société, puisque c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Alors pour commencer, avec Vincent, et notamment dans un ouvrage qu'on essaye de réaliser sur le sujet de la vaccination, on part de cette idée que depuis le début de la pandémie de Covid-19, le virus nous met au défi d'une vie en société, le lien social étant aussi bien ce qui nous menace, puisque c'est ce qui est le vecteur de la contamination, que ce qui nous permet de conjurer cette menace. Donc ça, c'est le point de départ. Pour le dire autrement, c'est justement au moment où les liens sociaux nous semblent les plus toxiques pour les individus que ces mêmes individus sont le plus sollicités pour adapter leur mode de vie et agir en vue de la préservation de la collectivité. Les États ont demandé aux citoyens 2 efforts successifs très importants en vue du maintien de cette vie en collectivité. D'abord, accepter de se priver d'un certain nombre de libertés essentielles et ensuite se faire vacciner. Alors, il n'est pas étonnant que cette pandémie ait fait ressurgir dans cette condition une tension entre le respect des libertés individuelles et la solidarité. On a été beaucoup témoins de prises de position dans les deux sens, aussi bien de personnes qui fustigent l'égoïsme, l'individualisme, je reviendrai sur la distinction qu'on peut faire entre les deux, ou que Tocqueville a faite entre les deux, que ceux qui refusent la vaccination. Pardon. Donc, on fustige aussi bien l'égoïsme, l'individualisme, et on a aussi bien vu des personnes qui critiquent au contraire, au nom des libertés individuelles, l'autoritarisme de l'État. Ce que cette crise a fait ressurgir plus précisément, c'est cette vieille antienne selon laquelle nos sociétés sont de plus en plus individualistes. Et certains philosophes ont à cet égard fait l'éloge de la société coréenne, par exemple, pour laquelle la solidarité n'est pas une question, alors même qu'elle en est une pour nous. Bref, nous serions malades de l'individualisme. Alors l'objectif de la réflexion que je vous propose n'est pas de revenir sur ce diagnostic de l'individualisme, c'est plus modestement de l'examiner sous un angle critique à la lumière de cette crise du coronavirus et notamment de l'épisode de la vaccination. Alors je reviens sur la distinction dont j'ai parlé, qu'a faite Tocqueville dans le livre 2 de la démocratie en Amérique, dans le chapitre 2, entre égoïsme et individualisme. Tocqueville s'interroge sur la démocratie et c'est dans ce cadre qu'il pose cette distinction entre les sociétés aristocratiques qui ont pour lui connu l'égoïsme, c'est-à-dire un amour passionné et exagéré de soi-même, et les sociétés démocratiques qui connaissent l'individualisme, soit, je cite, le sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte qu'après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. L'individualisme, donc, est un sentiment réfléchi et paisible. Il est le fait d'individus peu attachés à la grande société, entre guillemets, peu concernés par leurs aïeux, peu concernés par leur descendance, repliés sur leur petite sphère familiale et amicale proche, beaucoup moins concernés donc par les autres que par les
par leurs petites cellules. On peut noter à ce stade que l'individualisme n'exclut pas l'altruisme, contrairement à l'égoïsme, mais il est compatible avec un altruisme fondé sur la sympathie vive que nous pouvons éprouver à l'égard de nos proches, et non pas avec un altruisme qui consiste à s'engager pour la grande société, c'est-à-dire pour le bien commun. Si on reprend la distinction de Tocqueville, la motivation strictement égoïste dans le contexte de la vaccination est celle de la personne qui attend que les autres fassent les efforts de vaccination pour profiter de l'immunité collective, ou de façon plus modérée, ceux qui attendent de voir d'éventuels effets secondaires de la vaccination avant de penser à se vacciner eux-mêmes. Ce sont ceux qu'on a appelés les passagers clandestins, resquilleurs ou free riders en anglais. Au contraire, si on reprend cette distinction, la motivation individualiste est plutôt celle de ceux qui ne se vaccinent pas tant que cette vaccination n'apporte d'avantage ni à eux-mêmes ni aux membres de leur famille proche. Donc c'est un petit peu différent. Pour ce qui concerne la crise de la Covid-19, plusieurs constats peuvent sembler étayer cette thèse de l'individualisme. Le premier constat, c'est le refus, l'hésitation ou la simple réticence à se faire vacciner, qui sont plutôt venus des populations les moins à risque de développer le coronavirus. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Deuxième constat, ces refus étaient moins fondés sur des croyances contre la vaccination. On estime que les personnes qui refusent la vaccination par croyance sont relativement rares, que sur une hésitation qui a progressivement reflué avec l'avancée de la campagne vaccinale. Et dans une tribune qu'on a écrite avec Vincent, on a remarqué que c'était surtout le mimétisme qui avait été un moteur très important de la vaccination, beaucoup plus que l'information sur les risques. De sorte qu'on peut tirer la conclusion que c'est lorsque les gens voient leurs proches se faire vacciner qu'ils songent à leur tour à se faire vacciner, ce qui semble confirmer la thèse de l'individualisme, c'est-à-dire de la société comme juxtaposition de petites sociétés, pour reprendre l'expression de Tocqueville. Le troisième constat, c'est que, donc chronologique, c'est que le pass sanitaire et la perspective de la sanction qui l'accompagne, de ne plus pouvoir faire un certain nombre d'activités essentielles, ce pass sanitaire a été mis en place, donc, comme vous le savez, au début du mois d'août. Il a été très efficace. Autrement dit, là encore, il semblerait que quand l'intérêt individuel à la vaccination devient plus fort, les gens se font vacciner. Alors pour autant, je vais faire marche arrière et essayer de voir pourquoi ces constats doivent être nuancés. Il y a plusieurs raisons à ça. Le premier argument, c'est qu'une part importante de la vaccination a été vaccinée avant même que le pass sanitaire ait pu agir comme une sanction pour les non-vaccinés. Le deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est qu'en fait, il est très difficile de savoir pour quelles raisons les gens se vaccinent. Le découpage entre motivation égoïste ou individualiste d'un côté et motivation altruiste n'est pas si facile à établir. Il est vraisemblable qu'une même motivation ait poussé les gens à se faire vacciner, celle de tourner la page du Covid, qui a considérablement endeuillé nos sociétés et grévé nos libertés. Ce n'est certes pas une motivation altruiste seulement que de tourner la page du Covid, mais ce n'est pas non plus une motivation individualiste, puisque c'est justement pour retrouver une participation normale à la vie sociale, retrouver donc une forme de citoyenneté que nous avons en partage, que nous voulons tourner la page du Covid. La participation à la vie sociale n'est pas un bien qu'un individu peut désirer pour lui-même, puisque de fait, il implique la participation de tous et de chacun. C'est donc une motivation très éloignée de l'individualisme. Mais surtout, ce diagnostic de l'individualisme me semble assez critiquable pour deux autres raisons. D'abord, il suppose que la vaccination demande un effort égal à chacun. Nous avons, notamment lors d'une séance de notre groupe de travail, pu rencontrer les initiateurs d'une expérience dans le 14e arrondissement de deux médecins généralistes qui ont mis en place donc, un dispositif pour aller vers les personnes qui avaient le plus de mal à trouver des rendez-vous pour se faire vacciner.
Et de fait, cette expérience a considérablement élargi le taux de vaccination dans ce quartier. Plus généralement, on peut supposer que si le taux de couverture vaccinale était plus faible dans les départements les plus pauvres, le plus faible étant la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas seulement parce qu'ils vivent plus de refusants ou d'hésitants à la vaccination, mais aussi en raison des conditions d'accès à la vaccination qui étaient plus difficiles. L'autre présupposé de l'individualisme, c'est que la crise aurait constitué un problème de même gravité pour tous, mais que certains, plus égoïstes que d'autres, moins attachés au bien commun, ont préféré revendiquer leur liberté individuelle. Mais là encore, on peut sérieusement en douter. Les gens accordent divers degrés d'importance à cet acte de la vaccination, au regard de leurs habitudes et pratiques ordinaires, au regard de ce à quoi ils tiennent. Au-delà de ceux qui, par exemple, complotistes, considèrent que le Covid n'est pas un problème, et de ceux qui considèrent que c'est un problème mais que le vaccin est une solution pire que le mal, il ne faut pas oublier ceux, sans doute majoritaires, pour qui le Covid ne remet pas en question la nécessité de la vaccination contre la Covid-19, mais considèrent aussi que l'enjeu de leur vaccination n'est pas si important pour qu'ils fassent l'effort ou prennent le risque de se vacciner. Pour le dire plus simplement, pour juger qu'un acte doit être fait, il faut juger l'acte lui-même comme important, au point qu'il mérite les efforts que je pourrais y consentir et les risques auxquels je m'expose. En fait, l'accomplissement de l'acte dépend de 3 paramètres. Premièrement, l'enjeu. Quel est l'enjeu de cette vaccination? Est-ce que la vaccination aura des effets sur les autres? Ici, l'enjeu est de toute façon important pour chacun. Ne pas se vacciner, c'est exposer les autres, mais certains ont pu penser, sans doute à tort, que pour eux, l'enjeu n'était pas si important puisqu'ils rencontraient peu de personnes vulnérables. Secondement, et de façon plus importante, la disposition à fournir les efforts matériels, c'est-à-dire prendre rendez-vous, recevoir une piqûre que je dois accomplir, n'est pas la même pour chacun. Cela a l'air de rien, mais on accomplit difficilement des efforts envers des institutions dont on pense qu'elles nous méprisent. Pour prendre l'exemple de certains soignants, on sait que la temporisation, la procrastination dont ils ont fait preuve, voire le refus d'un grand nombre de soignants, provient du sentiment fort d'avoir été méprisés par les institutions. Troisièmement, la perception des risques. Sans être catégorisé comme anti-vaccin, sans être convaincu de la nocivité des vaccins, on peut éprouver une défiance particulière, être en point à un doute, ce qui justifie une temporisation. On peut citer l'exemple des populations antillaises qui ont été fortement marquées par la crise du chlordécone. Et il n'y a peut-être rien d'irrationnel, ni d'égoïste, ni d'individualiste chez ces personnes à ressentir une défiance envers les institutions. Voilà donc 3 paramètres qui nous permettent d'imaginer un individu qui pense sincèrement qu'il faudrait se faire vacciner à un moment ou à un autre, qui n'est pas farouchement opposé à la vaccination, mais qui, pour des raisons multiples, ne se vaccine pas, ou en tout cas pas immédiatement, et ce, non pas du tout parce qu'il est plus égoïste, plus individualiste ou plus opportuniste que les autres, mais simplement parce que son histoire et sa position sociale le disposent peu à considérer la vaccination comme un devoir d'une quelconque urgence. Voilà, pour finir, ce diagnostic d'individualisme semble donc très critiquable et même assez pernicieux, puisqu'il aboutit finalement à jeter la pierre, à montrer du doigt des populations entières. Ce à quoi nous avons en fait affaire, ce n'est pas un repli sur la vie privée de certaines personnes, au sens de l'individualisme de Tocqueville, qui n'en ont rien à faire de la collectivité, mais plutôt et surtout un pluralisme éthique. Nous vivons dans des sociétés fractionnées, inégalitaires, qui ont des habitudes de vie, des goûts, des opinions profondément variées. Le problème n'est pas seulement le repli de chacun sur sa petite société, c'est plus fondamentalement l'incapacité qu'ont ces petites sociétés à communiquer entre elles et à faire grande société. Voilà, je prends la suite. Merci Paul, je suis ravi de venir sur scène avec toi, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble sur ce sujet, même sur cette thématique, on devrait dire, parce que c'est très éclaté, et puis ça change très vite. On a identifié plein de thématiques qui à un moment étaient pertinentes, et puis pouf, les problèmes sont réglés, puis d'autres qu'on n'avait pas anticipés, qui
qui émerge comme ça. Du coup, c'est vrai que peut-être que toi, tu n'aurais pas écrit cette intervention il y a 6 mois, moi certainement pas non plus. C'est un sujet sur lequel c'est bien de préparer à la dernière minute, en fait, hein. Donc on compte plus les surprises, c'est vrai. Il y en a eu des bonnes, il y en a eu des mauvaises. On nous prévenait en début de crise qu'il faudrait de nombreuses années pour obtenir un vaccin, pour en mettre au point, et puis après pour le tester. Et puis finalement, ça c'est allé comme une lettre à la poste. Après, bon, je ne sais pas exactement la temporalité, mais quelque chose comme 2 mois, on disposait d'un vaccin. Quelques autres mois pour le tester, bah oui, on avait énormément de malades partout de par le monde, donc cette phase a été très accélérée. Donc ça a fait partie des bonnes surprises et des difficultés qui ont été levées par rapport à ce qu'on pouvait anticiper. On a craint aussi, Paul Lou en a parlé, l'hésitation vaccinale, d'abord en raison des mesures d'intention de la population, hein. Dès l'automne 2020, on se souvient, les premiers sondages en France, comme 50% des gens, voire plus, qui ne comptaient pas se faire vacciner. Donc il y avait ces intentions mesurées à l'époque, il y avait aussi quand même ce qu'on connaissait de l'histoire récente de l'hésitation vaccinale qui s'était effectivement fortement développée en France ces 10-15 dernières années, donc il y avait un terrain quand même assez défavorable à la vaccination, et pourtant, malgré cette hésitation, et elle a joué, et elle demeure pas forcément très importante, mais elle joue un rôle dans toute cette campagne, ben on peut parler d'une campagne de vaccination qui est réussie. Alors, Paul Lou a parlé du rôle, enfin de ce mimétisme, hein, tu te vaccines, donc peut-être que je peux me vacciner aussi. Je pense que ça s'est joué à différentes échelles. Il y a effectivement l'échelle privée, les amis, la famille, tonton qui s'est vacciné, il a l'air d'aller bien, je peux y aller. Ça s'est joué aussi à des échelles beaucoup plus vastes. On se souvient qu'au début, c'était Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui étaient en avance dans leur campagne de vaccination et qui aussi ont pu jouer un rôle très rassurant. Parce qu'une fois qu'on a vu que l'épidémie déclinait, que les gens n'avaient pas l'air de tomber comme des mouches, on a pu y aller peut-être un petit peu plus sereinement. Donc, entre tout ça et puis, bien sûr, le dernier tour de vis avec l'instauration du pass sanitaire, qui ont fait 4 jours, plus de 80% des plus de 12 ans sont vaccinés. Voilà autant de bonnes surprises, de choses qui sont allées dans le bon sens. Et puis, bien sûr, dans l'autre sens, celui des mauvaises surprises, il y a eu tout simplement l'émergence des variants qui, à chaque fois, plus contagieux, ont réassombri les perspectives, donc surtout variants alpha et delta en ce qui nous concerne. Donc tout ça pour dire que, à l'image finalement de tout ce qu'on vit dans cette crise, il règne autour des vaccins un climat de forte incertitude. Les choses bougent très vite dans un sens ou dans l'autre. Il y a une instabilité avec des évolutions rapides. Et en dépit de ça, je crois qu'il y a quand même un sentiment général qui est en train de s'installer, qui est celui d'une sortie de crise qu'on espérait peut-être plus rapide et avec moins de tressautements, mais qui semble quand même inéluctable, au moins dans la manière dont on récupère graduellement des possibilités. Aujourd'hui, on peut, je pense, résumer la situation comme ça en disant que les vaccins n'apportent peut-être pas la solution entière et définitive à la crise. Il reste la prudence, les gestes barrières, les adaptations diverses, les terrasses des restaurants en palettes, etc. Ça demeure important. La vie de maintenant ne ressemble pas encore totalement à celle d'avant, mais les vaccins sont quand même aussi la clé de voûte d'un retour à la normale presque atteint avec la réouverture de la plupart des lieux de culture, d'enseignement, de sport ou encore de fête. On est bien placé pour le savoir aujourd'hui. Et donc j'aimerais partir, lors de mon intervention, de ce sentiment-là, celui d'une confiance plutôt retrouvée, et que dans l'ensemble, les choses vont mieux, mais surtout que l'embellie semble plus robuste cette fois-ci, parce qu'elle dépend beaucoup moins de l'évolution saisonnière du virus ou des mesures barrières qui, forcément, si on les lève, mécaniquement, engendrent une aggravation de l'épidémie. Donc, poursuivons dans cette logique optimiste. Si on se prend à rêver un peu, à anticiper un avenir dans lequel, effectivement, ce sentiment et ces espoirs ne sont pas déçus, on pourra vraiment renforcer l'association très précise entre
sortie de crise et vaccination, et donc commencer à intégrer l'extraordinaire succès qu'auront été le développement, les tests et les campagnes de vaccination, particulièrement si, dans l'intervalle, les inégalités en matière d'accès à la vaccination des pays en voie de développement sont levées. On peut donc anticiper une vision de plus en plus idyllique de la vaccination, encore une fois sous réserve que nos espoirs ne soient pas déçus. Il y a à la fois, je l'ai rappelé, le véritable exploit que constitue le développement de ces vaccins, exceptionnellement efficaces, en particulier les plus novateurs d'entre eux, ceux reposant sur l'ARN messager. Il y a eu la logistique nécessaire au déploiement d'une campagne de vaccination à très grande échelle dans de nombreux pays, notamment en ce qui concerne la conservation de ces vaccins à ARN messager. Là aussi, c'était un problème qu'on pouvait anticiper, cette fameuse chaîne du froid assez difficile à assurer. D'un point de vue plus politique, après avoir admiré la rigueur avec laquelle la plupart des pays asiatiques avaient endigué l'épidémie à coups de mesures drastiques imposées par le gouvernement et de très grandes disciplines des populations, prêtes aussi à accepter plus facilement les outils de traçage mis en œuvre, on pourrait également se féliciter d'avoir proposé une résolution peut-être mieux en phase avec le respect des libertés et les aspirations de nos démocraties. Et donc, en bref, ce qu'on peut anticiper, c'est qu'on puisse se féliciter, et qu'on puisse le faire à raison, sans doute, d'avoir retourné le désastre de cette pandémie en une véritable success story, celle de la technique et de la science qui nous ont apporté les vaccins. Et mon but ici, c'est pas de rabaisser cette vision. Je trouve, à titre personnel en tout cas, que, en effet, c'est très impressionnant là où on en est aujourd'hui, rétrospectivement, à cette échelle de temps, par rapport aux prévisions qui étaient annoncées en début de crise, où on parlait de 10 ans, 5 ans au mieux, 2 ans, ne rêvons même pas. Là, on est 1 an et demi après, 80% de la population est vaccinée avec des vaccins efficaces, donc ne boudons pas notre plaisir. Mais je vois aussi de quelle manière cette réussite doit être accompagnée d'une réflexion éthique. Alors, on l'a dit et répété, à l'Espace éthique, on a entrepris une réflexion éthique sur toutes ces étapes de la vaccination, donc une réflexion qui concernait autant les inégalités d'accès, l'hésitation vaccinale, la communication et l'information, l'obligation ou autre modalité d'incitation à la vaccination. Mais il me semble que l'éthique a encore quelque chose à dire, même si la crise devait être entièrement résolue, et donc la pandémie peut-être s'éteindre grâce au vaccin. Et ce sur quoi j'aimerais faire porter l'attention désormais, c'est ce triomphalisme technologique, c'est-à-dire ces félicitations que nous pourrions nous adresser suite à ce très grand succès. Et l'une des fonctions de l'éthique, pour compléter un peu ce qui a été dit ce matin, c'en est une parmi d'autres, c'est de laisser le moins possible de points aveugles dans un contexte donné, et je crois que le contexte actuel n'est pas sans points aveugles. Au fond, le nouveau problème qui se pose, c'est celui-ci. Au départ, on pouvait douter de nos capacités à répondre à un tel désastre. Le virus nous a surpris, on était démunis, on avait peur. Puis, la mise à l'épreuve forcée qu'a constitué l'émergence du SARS-CoV-2 nous a prouvé, malgré tout, que, en tant que société, au pluriel, on était en fait assez prêt et assez fort. Alors, cette nouvelle est grisante, bien sûr, mais elle doit s'accompagner d'une réflexion qui nous rappelle que notre heureuse capacité à réagir ne doit pas prendre le pas sur une capacité peut-être encore plus importante, qui est celle d'agir en amont pour prévenir les catastrophes. Ce qu'on doit craindre désormais, c'est que nous soyons tellement rassurés sur la vitesse et la force avec laquelle nous pouvons développer des réponses technologiques, en l'occurrence pour ce problème-ci des vaccins, que nous n'aurions plus tellement à nous préoccuper de veiller autant que possible à ce que des catastrophes ne surgissent pas. Alors pour commencer à élaborer cette réflexion, on pourrait tout d'abord dire que les nations asiatiques, dont on parlait tout à l'heure, Paul Lou aussi en parlait avec la Corée du Sud, ces nations pourraient aussi être sujettes à un triomphalisme qui les aveuglerait pour prévenir de nouvelles catastrophes. Mais
la route radicalement différente que ces pays ont prise, au moins dans les premières phases de la crise. Maintenant, les populations se vaccinent aussi dans tous ces pays. Et donc au départ, c'était fondé bien davantage, on l'a dit, sur des confinements très stricts, du traçage, et puis une population peut-être mieux habituée à accomplir les gestes barrières, en premier lieu le port du masque. Ça confère à ces succès un caractère peut-être un peu plus précaire, ou en tout cas plus modeste. Le virus est empêché de circuler, mais il n'est pas vaincu comme il peut l'être avec la vaccination. Pour reprendre une métaphore guerrière qui avait cours peut-être un peu plus en début de crise, on peut voir d'un côté une guérilla qui finit par faire reculer l'ennemi, et puis de l'autre le développement d'une arme toute puissante qui annihile ses effets. Il me semble donc plus facile de développer consciemment ou inconsciemment dans les sociétés occidentales l'idée selon laquelle nous pourrions relâcher notre vigilance et notre intelligence préventive pour développer en aval des problèmes des solutions technologiques toujours plus puissantes. Or, s'il y a quelque chose que cette crise nous a enseigné, enfin elle nous a sans doute enseigné beaucoup de choses, mais une chose importante, c'est que la menace est réelle. Et ça, on n'en avait pas forcément ni la conscience et certainement pas l'expérience pour la plupart d'entre nous. Une catastrophe peut surgir. Et il est certain que d'autres surgiront à plus ou moins brève échéance, qu'il s'agisse d'autres pandémies, d'événements climatiques, de pollution ou autres. La plupart des habitants du monde occidental n'avaient pas encore été confrontés véritablement à la catastrophe. On en avait entendu parler, il y a eu des attentats, des inondations, des accidents, des éruptions, mais qui ont toujours eu un caractère local, et donc de réalité moindre pour la plupart d'entre nous autres qui apprennent leur existence par des bulletins d'information. Et donc, nous avons été rappelés à la réalité des dangers qui pèsent sur l'existence, ces équilibres instables auxquels nos vies sont suspendues. Et voilà donc une vraie leçon à retenir, plus forte encore que notre capacité, encore une fois très heureuse, à réagir. Nous devons nous interroger sur ces dangers. Nous devons leur consacrer de l'attention, du temps, des moyens, de l'argent, de l'énergie. Nous devons les prendre au sérieux. Nous ne devons pas commettre la même erreur que lorsque nous nous sommes trouvés si démunis en début de crise, non pas seulement par manque de masques et blouses pour les soignants, mais aussi parce qu'il s'est révélé que nous avions désinvesti le champ de la recherche sur les zoonoses, par exemple. Pour reprendre les mots de Didier Sicard, lors d'un entretien accordé à France Culture en début de pandémie, en mars 2020, ce qui me frappe, donc je cite là, ce qui me frappe toujours, c'est l'indifférence au point de départ. Comme si la société ne s'intéressait qu'au point d'arrivée, le vaccin, les traitements, la réanimation. Mais pour que cela ne recommence pas, il faudrait considérer que le point de départ est vital. Or, c'est impressionnant de voir à quel point on le néglige. L'indifférence au marché d'animaux sauvages dans le monde est dramatique. On dit que ces marchés rapportent autant d'argent que le marché de la drogue. Au Mexique, il y a un tel trafic que les douaniers retrouvent même des pangolins dans des valises. Bon, je clôt la citation sans forcément rentrer dans le débat sur la justesse du diagnostic, sur ce qu'il faudrait faire, dans quoi il faudrait investir. La question, c'est de savoir si nos sociétés préféreront miser tous les jetons sur les progrès de la vaccination ou si, malgré les succès, encore une fois, incontestables de cette dernière, nous aurons l'intelligence de revenir aussi à la prévention, au travail lié au point de départ. Et c'est donc essentiellement ce rappel, on pourrait dire ce recadrage que je voulais placer au cœur de mon intervention. Je parlais tout à l'heure de l'éthique comme souci de laisser le moins possible de points aveugles. Je pense qu'on peut parler aussi d'une vigilance éthique par laquelle on ne s'accommode jamais simplement d'une situation. Au lieu de se complaire, même lorsqu'il y a effectivement lieu de se réjouir d'une embellie, d'un progrès robuste, le travail de l'éthique consiste, je crois, à exercer une attention à d'autres cadrages, à refuser les satisfecit ou du moins à les tempérer. Et je trouve qu'il y a, pour conclure,
dans la solution même qui a été apportée à la crise, la vaccination, un reflet du propos que je développe ici, par lequel je dis il y a de quoi être content, mais ne nous imaginons pas toujours réagir. Il nous faut aussi penser en amont, prévenir les crises, et c'est bien ce que fait un vaccin. Il prévient la maladie, il s'administre alors que l'on est encore en bonne santé. La vaccination actuelle ne nous protège que de la maladie Covid. Les autres problèmes, ceux qui nous attendent dans un possible avenir, appellent une autre vaccination métaphorique, celle-là. C'est une attitude attentive à tout ce que nous pouvons faire et penser préventivement. Il s'agit d'investir les champs du préventif, de l'anticipation, en allant à l'encontre de ce que ce succès peut nous faire croire, c'est-à-dire qu'il nous suffit à chaque fois d'apporter une réponse efficace. De même qu'on peut pomper une bonne partie du pétrole lors d'une marée noire et se féliciter d'avoir sauvé l'essentiel, mieux vaut investir au maximum le problème de veiller à ce que la marée noire n'arrive pas. Et il en est de même dans tous les domaines potentiellement catastrophiques. J'en ai terminé, je vous remercie. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions à Vincent? Parce que moi, je tiens le micro, alors pas m'en poser. Une observation, vous avez remarqué depuis ce matin qu'il y a différents mots, il y a différentes approches de l'éthique. Et là, c'était encore un autre langage, un autre registre que j'ai trouvé intéressant. Et même entre vous deux, c'était des registres différents. Et tout ça pour dire qu'il y a des manières de dire les choses. Et on aurait eu quelqu'un qui est dans un centre de vaccination, une personne qui refusait la vaccination, ou on aurait eu, j'allais dire, un politique à la place de nos deux intervenants. Ils auraient parlé encore différemment de la vaccination. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est des regards qui se croisent, mais qui argumentent. Parce que ce qui était intéressant, c'est l'argumentation. Alors, ce qui m'a frappé dans ton argumentation, qui est élogieuse, j'espère que tu sais pour qui tu vas voter dans quelques mois, mais tu pourrais avoir beaucoup de gens aujourd'hui qui ne partagent pas le même enthousiasme que le tien, notamment en se disant, c'est très très bien ce qu'il dit Vincent Jost, mais qu'est-ce qui se passe dans les pays émergents qui aujourd'hui n'ont pas accès en vaccin? C'est-à-dire que la majeure partie des doses de vaccins ont été préemptées par des pays riches. C'est une question qu'on peut se poser quand on parlait d'immunité collective et comment on a renié sur un certain nombre de valeurs et de concepts, y compris par rapport à la vaccination. Je suis sûr qu'ils ne sont peut-être pas là dans la salle, mais les soignants qui, pendant des mois, ont été sur le front sans moyens véritables pour se défendre contre le Covid, qui se sont engagés nuit et jour dans des EHPAD, dans des services, et du jour au lendemain qu'on prend comme des parias et qu'on insulte au point finalement de les empêcher de travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés, peut-être qu'ils auraient un regard un peu différent. La question du consentement individuel, puisqu'on parle d'éthique, l'article 1 du Code de Nuremberg, le principe de consentement, on ne peut pas dire que le pass vaccinal n'a pas été une espèce de boîte magique qu'a inventé le chef de l'État pour éviter l'obligation qui n'était pas quelque chose de concevable, mais pour l'imposer avec toutes les maladresses d'un discours qui a été contradictoire au jour le jour. On ne va pas revenir là-dessus. Donc est-ce qu'on peut, d'un point de vue éthique, j'ai affaire à deux philosophes, dire que la situation a été gérée d'une manière éthique, par rapport à des valeurs éthiques? Et est-ce que ce n'est pas un pragmatisme, c'est-à-dire une adaptation au jour le jour, quitte d'une certaine manière à renoncer à l'essentiel, qui aboutit à ce type de situation que toi tu trouves extraordinaire aujourd'hui et que d'autres, pas moi parce que c'est pas moi qui vais faire l'expert, considèrent un petit peu discutable. Puis un dernier point du dernier point, on avait été tous frappés à l'espace éthique parce que ça a à voir avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure. On était très impressionnés que le président de la République considère que les personnes vulnérables dans les EHPAD devaient avoir droit à toute notre considération. Et on a trouvé tout à fait extraordinaire qu'on considère que ces personnes devaient être traitées avec dignité, que leurs droits devaient être reconnus. Et quand il y a eu les premières vaccinations, rappelez-vous, fin décembre 2020, on était plutôt heureux de ce choix. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que c'était le choix le meilleur, le plus adapté, dans un contexte où certains grands philosophes, moralistes, nous ont dit on a sacrifié la jeune génération par rapport à des gens qui de toute façon allaient mourir. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord vacciner des étudiants, pour prendre un exemple précis? Est-ce qu'il ne fallait pas vacciner les professionnels de santé qui sont sur... Voilà, tout un ensemble de questions. Donc pour résumer ma contradiction,
est-ce qu'on a été véritablement éthique dans les choix? Est-ce que l'éthique est conciliable avec une situation de crise comme celle qu'on a connue et qu'on connaîtra probablement demain? Parce que la manière dont on a géré la crise jusqu'à présent me rend très inquiet sur la manière dont on gérerait la prochaine. Je commence à répondre. Paul Lou, tu pourras compléter si tu veux. Alors, bon, je dois dire qu'il y a une rhétorique de mon intervention par laquelle, enfin, vous l'avez bien compris, j'essaye de tempérer, d'aller contre le triomphalisme ambiant autour de la vaccination. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier les chiffres. Clairement, cet événement, il a lieu parce qu'on est vacciné. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à interroger, même si on pose la logique d'une réussite vraiment parfaite et totale à fond, sans se poser toutes les questions que tu viens de rappeler. Maintenant, évidemment, ces questions, elles existent. Moi, je les ai balayées d'un revers de main parce que j'en avais besoin pour mon intervention, pour qu'elle tienne en un quart d'heure. Il reste qu'elles ont fait l'objet d'un certain nombre de discussions dans notre groupe de travail. La priorisation, l'obligation, pas l'obligation, quelle modalité d'encouragement, la communication, comment on va convaincre les gens. Est-ce que tout ça s'est développé de manière éthique? Certainement pas toujours. Il a fallu faire preuve de vigilance à chaque étape. Mais bon, c'était pas tellement l'objet ici, en tout cas de mon intervention. C'était plus une espèce de presque de caricature de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, en fermant les yeux sur les éventuelles situations abusives ou pas terribles du passé, de se dire tout a très bien marché, c'est parfait, supposons que les pays émergents reçoivent tous toutes les doses nécessaires dans les mois à venir, la vie reprend, voilà, qu'on puisse aller vraiment au bout de cette logique. Est-ce qu'il reste quelque chose à dire sur le plan éthique? Je voulais dire que oui. Que même là, ce ne sera pas check, c'est bon, il n'y a plus rien à dire du point de vue de l'éthique. Si tu veux rajouter quelque chose. Je pense que tu as très bien... Oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Peut-être que je rebondirai sur ce que vous direz. Il vaut mieux vous laisser la parole à vous. En fait, j'avais une question un peu pour rebondir sur ce que vous disiez. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y aurait maintenant un sursaut éthique suite à l'expérience en fait tirée du Covid? Parce qu'en fait, nous avons déjà eu des expériences de maladies longues. Par exemple, il y a déjà eu ce qui s'est passé avec la vache folle. Or, le problème du prion existe toujours et l'établissement français du sang a un peu la mémoire courte. Il se trouve que les gouvernants oublient des expériences passées. En France, on oublie, mais aux États-Unis, eux, ils n'oublient pas et c'est toujours une préoccupation d'actualité. De la même façon, il existe toujours des problématiques de grippe aviaire et par exemple des troupeaux, ça ne s'appelle pas des troupeaux parce que je suis un peu nulle en animaux, mais des troupeaux de poules sont abattus, mais en Europe ou en France même, et pour autant, aucune mesure de prévention n'est prise pour les humains, y compris pour les personnes qui abattent ces animaux. Or, par exemple, dans le cas d'espèces que je cite, un médecin qui est un médecin de l'OMS, donc extrêmement spécialisé, avait envoyé un courrier au préfet, c'était dans la Marne, un courrier au préfet en lui expliquant que pour les chasseurs, pour les personnes qui s'approchaient de ces animaux, il y avait un risque de santé publique. Rien n'a été fait. Donc en fait, on a des expériences. Les chercheurs savent aussi que la plupart des épidémies qui auparavant passaient par une étape de transmission animale domestique, maintenant saute cette étape de transmission par l'animal domestique. Donc en fait, finalement, au fur et à mesure, les chercheurs accumulent des expériences et les gouvernements oublient. Et donc je me demandais qu'est-ce qui ferait que là, miraculeusement, la leçon aurait porté. Peut-être que je peux répondre aux deux questions. Pour moi, la question, c'est pas de savoir s'il va y avoir un sursaut éthique, c'est de savoir comment contribuer à ce sursaut éthique. Donc, nous, c'était notre perspective dans ce groupe de travail. Et personnellement, je ne pense pas que je puisse répondre à la question de savoir si
si cette stratégie vaccinale a été menée de façon éthique ou non, de façon générale. Nous, notre parti a été, comme l'a très bien expliqué Vincent, de voir sur un certain nombre de questions, la question de la priorisation, la question de l'information notamment, ce qui a été fait, ce qui aurait pu être fait différemment, d'essayer de voir quelles sont les valeurs éthiques en tension. Par exemple, sur la question de la priorisation, il y a vraiment des choses à dire, notamment sur le fait que on a eu une stratégie vaccinale uniforme, alors qu'on savait très bien que les taux de couverture vaccinale étaient très inégaux selon les départements et selon... donc évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas si on peut répondre à la question en la posant d'un seul tenant de cette façon-là. Enfin, moi, je ne crois pas personnellement, et je ne me considérerai pas à ma place en le faisant. Nous, quand on a travaillé le H1N1, on l'a travaillé dans la dynamique des années SIDA. Donc on a connu une pandémie dans le monde, d'ailleurs qui reste encore, il y a encore beaucoup de monde, hein, il y a 720 millions de personnes qui meurent encore dans le monde peu importe, mais 720 000 personnes qui meurent dans le monde chaque année du VIH-Sida. Et on avait un modèle, et il y a eu toute une réflexion éthique, notamment associative. La démocratie sanitaire, elle est née dans les années SIDA, il ne faut pas l'oublier. Et donc il y avait une réflexion éthique, notamment sur les droits de l'homme, les droits de la personne, les vulnérabilités. Beaucoup de choses qu'on travaille à l'espace éthique sont inspirées de l'expérience des années SIDA. Et ce qui nous a paru, et je ne vais pas détailler, ce qui nous a paru un peu stupéfiant, c'est qu'on ne prenne pas en compte cette expertise-là, notamment dans l'implication du milieu associatif, pour prendre qu'un exemple. Vous avez eu des déprogrammations, vous avez des gens, et vous voyez à travers les études qu'on a fait à l'espace éthique dans le cadre de l'Observatoire, qui du jour au lendemain se sont retrouvés prostrés chez eux, confinés, sans savoir, pour les personnes en situation de handicap, à qui s'adresser, déprogrammés, c'est-à-dire en rupture de soins. Je ne vous parle pas dans le détail de ce qui s'est passé, notamment en cancérologie, quand on est allé avec Fabrice Zil à l'Institut Gustave Roussy pour voir les conséquences pour des personnes qui n'étaient plus en suivi et qui ne reviennent même plus maintenant en traitement. Donc tous ces éléments, pour nous, pour ne donner qu'un exemple, pouvaient justifier d'une approche qui aurait pu être anticipée s'il y avait eu du dialogue, s'il y avait eu de la prise en compte de la diversité des compétences et des intelligences. Voilà, donc le reproche qu'on fait, c'est à ce niveau-là. Il est évident, et on l'avait vu pour tout ce qui était dépistage pendant la période VIH-Sida, toute la partie, il y a eu le counseling, il y a eu tout un ensemble de démarches de proximité qui ont été mises en place. Elles sont arrivées très tardivement. Je vous donne juste un exemple. Dans les années SIDA, vous êtes trop jeune, je vous parle d'un temps que les 20 de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais dans les années SIDA, il y avait des kiosques qui étaient intégrés dans la ville, sur les marchés, pour donner de l'information. Je vous donne juste un exemple. Nous, on a proposé, par exemple, que dans les vaccinodromes, à l'entrée des vaccinodromes, il y ait des centres d'information sur qu'est-ce que c'est le vaccin. C'est-à-dire que les gens, il y a ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui hésitent. Il n'y a pas eu cette interface. Vous avez les pharmaciens qui ont été très négligés, vous avez le médecin général. Voilà, je ne vais pas refaire l'analyse. Mais si on avait à reprendre, à ligne, ce qu'on a suivi quand même avec beaucoup d'attention, c'est qu'on aurait pu faire différemment si on avait été moins centralisateur et si on avait fait mieux confiance aux gens qui ont une expertise. Et pour nous, maintenant, l'important, c'est de tirer de ces années, non pas uniquement la déploration, mais de l'expertise. Et voir avec les associations, voir avec celles et ceux qui ont été confrontés, c'est ce qu'on fait à l'espace éthique, à travers les groupes de travail, voir non pas comment ils ont mal fait, parce qu'ils ont tous essayé de faire le moins mal possible, mais comment on pourrait faire mieux demain, sans que ce soit dans l'État une personne qui décide de tout en Conseil de sécurité sanitaire dans le plus grand des secrets. Voilà un dernier point qui me paraît important d'un point de vue éthique. Vous avez la défenseuse des droits, Claire Hédon, qui a rendu un avis intéressant en disant à l'État, on aimerait savoir selon quel type d'argument vous avez arbitré vos décisions. Que des décisions importantes ont été prises et vitales. Et effectivement, on a la chance d'avoir aujourd'hui des traitements, si on veut, c'est-à-dire préventifs à travers de vaccins. Mais il y a des arbitrages qui ont été pris, il y a des conséquences de certains arbitrages qui sont en termes de mort, j'allais dire, c'est des choses importantes. Donc il y a eu des choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire quels ont été les critères d'arbitrage. Et quand on fait l'éthique, on a besoin de savoir si on priorise, par exemple, ce qu'on a fait en réanimation, selon quels critères, dans quelle transparence, et est-ce qu'on a été juste dans les décisions. Voilà, je termine. C'est pour dire que l'éthique aurait pu être non pas uniquement dans des comités ad hoc qui ont été mis en place, mais à tous les niveaux de l'État, y compris au niveau du Parlement, on aurait pu être plus rigoureux dans l'évaluation éthique a priori de décisions qu'elle était prendre, du point de vue de leur impact.
ensuite a posteriori dans leur évaluation. Soyez rassurés, c'est ce à quoi on s'attelle. Heureusement, on n'est pas les seuls à le faire. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour cette intervention. Merci à nous et merci à vous de nous avoir écoutés.